Bonne soirée à tous et bienvenue au SAMS, au Salon des métiers de l'industrie, avec une nouvelle émission, c'est l'émission de clôture, c'est le Ass Kicker SAMS. Pourquoi le Ass Kicker? Parce que les gens qui sont ici autour de moi, ce sont des botteurs de cul, tout simplement. Ce sont des gens qui font bouger les lignes et qui ont décidé de changer la société dans laquelle nous vivons. On va vous expliquer comment et pourquoi. Je vais vous présenter dans un instant qui est Benjamin, qui est Inès, qui est Nicolas, qui est Thomas également. Vous nous suivez en direct sur Facebook, sur la page du SAMS. Vous nous suivez également en direct sur la page Omédia et vous nous suivez en direct sur la page de Basse-Meuse Développement. Vous avez été près de 2000 personnes à nous rejoindre aujourd'hui au salon du SAMS. C'est plus de 1500 déjà à nous avoir suivis en direct sur Facebook. On continue et on tient à vous remercier du témoignage de votre participation. Bonjour Benjamin Boinem. Bonjour Gianni. Vous êtes CEO chez Accessia Pharma. Alors ce qui est particulier chez Accessia Pharma, c'est qu'à Liège, vous êtes en train de faire revivre un site industriel qui est situé justement dans le zoning des Hauts-Sarts. Ce site, c'est Palmolive, c'est ça? Exactement. Pour quelle raison Accessia Pharma a décidé de s'installer sur le site de Palmolive? En fait, c'était une opportunité. Avant tout, je pense que chez Accessia, on est opportuniste. On a eu l'opportunité de reprendre un site industriel qui était laissé en friche finalement, plutôt que de créer un tout nouveau site. Ce qui nous a permis non seulement de gagner du temps, mais aussi de faire une économie d'argent. Et puis, quelle meilleure façon que de rendre hommage finalement à cet ancien site industriel que de le remettre au goût du jour et d'y réimplanter une activité qui va, elle, créer de l'emploi. Alors, en fait, avec la particularité chez Accessia Pharma, il faut le dire parce que vous êtes sur le site des Hauts-Sarts, un parc d'activités qui est le plus grand en Wallonie, 300 entreprises, 9000 emplois, 60 hectares d'extension par rapport au parc. Ça, c'est ce qui est annoncé. Plus de 1000 emplois qui seront créés dans les années à venir. Ce qu'il faut savoir maintenant sur l'ancien site de Palmolive, qui est maintenant le site Accessia, là, vous vous adressez à des jeunes entreprises pharmaceutiques et moins jeunes aussi. Dans quelle mesure et qu'est-ce que vous leur proposez? Alors l'idée et le concept d'Accessia, c'est de se dire produire dans le contexte pharmaceutique, c'est très compliqué parce que dès la genèse finalement d'une société, dès le début de son prototypage et de sa pré-industrialisation, on va lui demander de travailler avec exactement les mêmes normes qu'elle va devoir imposer au niveau industriel de sa production. C'est comme demander à une société qui est encore un petit poussé finalement de travailler comme un géant de l'industrie. Et donc ça a également des coûts qui sont très importants, des répercussions aussi sur ces sociétés. Donc ce qu'on veut leur permettre, c'est d'avoir accès à une infrastructure qui leur permet d'avoir déjà cette qualité-là, sans pour autant devoir débourser sur leur propre infrastructure. Donc ça signifie que vous allez soutenir ces entreprises en leur fournissant des outils pour grandir en fait, c'est ça? Exactement. Donc ça veut dire que non seulement on leur met à disposition une infrastructure, mais on essaye d'aller plus loin que simplement cette infrastructure. On leur met tout un système de qualité à disposition, on leur met une série de services qui font du sens pour leur développement. Alors ces outils, en fait, ce sont des outils logistiques, des outils de ressources humaines, en comptabilité, en finance, en accompagnement, véritablement. Exactement, et je vais dire quelque part, la limite est là où les clients n'ont plus de besoin. Donc quelque part, on va grandir aussi et on va étoffer ce panel de services au fur et à mesure de la vie avec nos clients. Et quels sont les défis pour Accessia Pharma dans les années à venir? Alors les défis, finalement, premièrement, c'est le remplissage de ce premier bâtiment du site Colgate Palmolive. Et puis on s'en rend bien compte maintenant, alors que ça fait seulement un an qu'on a démarré. On va arriver un petit peu à court avec nos 3500 mètres carrés et on va devoir grandir. Donc les prochains projets, ce seront des projets d'extension. Alors il y a un point commun et on en parlera, c'est ce qu'on appelle la digitalisation de la chaîne de valeur. Ça signifie qu'une entreprise qui s'adresse à vous doit pouvoir avoir accès à l'information rapidement et une information qui va lui permettre de piloter son activité plus facilement aussi. Ce défi-là, vous y êtes confronté? On y est confronté de manière permanente, d'autant plus que quelque part nos clients sont très généralement présents sur plusieurs sites à la fois, mais pour autant il faut pouvoir monitorer ce qui se passe au niveau de la production en temps réel. Et donc ça veut dire qu'on leur donne accès à une série d'outils qui leur permettent de savoir à tout moment, même s'ils sont chez eux bien tranquillement dans leur fauteuil, comment ça se passe chez nous. Alors, Accessia Pharma, l'accompagnement d'entreprises qui produiront demain des médicaments. On est dans
dans l'amélioration du bien-être, on est là pour soulager également dès qu'on parle de médicaments, donc on parle de patients et ça me permet de faire le lien directement avec Inès Ortiz et Nicolas Gilla. Bonjour à vous deux et merci d'être là. Vous travaillez sur un projet qui s'appelle l'approche du patient partenaire de soi. L'approche du patient partenaire de soi, pour quelles raisons et qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de partenariat de soi? Donc en fait, Inès. quand on parle d'approche patient partenaire de soins, on parle essentiellement d'activation du patient, c'est-à-dire un patient actif non seulement dans ses soins, mais aussi actif dans l'institution de soins ou même au niveau des politiques de santé ou au niveau gouvernemental. Est-ce qu'être actif, ça signifie automatiquement prendre en charge sa santé ou pas Non, spécialement? Pas spécialement. En fait, être actif, donc quand un patient est actif, il peut aller jusqu'à la prise de décision partagée, c'est-à-dire prendre des décisions pour son traitement en collaboration avec le professionnel de la santé. Mais ça peut aussi être... Et l'équipe de soins. Oui, et l'équipe de soins. Mais ça peut aussi être prendre la décision d'être passif et de se laisser guider par l'équipe de soins. Donc être actif, c'est tout simplement faire des choix en fait, prendre des décisions sur comment on souhaite vivre nos soins. Oui, parce qu'il n'y a pas de jugement derrière. Si un patient a plus de difficultés, ne souhaite pas être actif parce qu'on réagit tous différemment. Absolument. Par rapport à la maladie, le partenariat, c'est accepter, comprendre aussi qu'un patient ne souhaite pas avoir accès à l'information et au partenariat. Mais comment on l'appelle ce partenariat où on va fonctionner directement main dans la main avec l'équipe de soins? On serait vraiment dans un partenariat, une collaboration en fait. Tout simplement, c'est une collaboration et ça peut même évoluer. C'est-à-dire qu'on peut être actif au point de prendre des décisions et puis décider qu'à un moment de son parcours de soins, on préfère être plus passif et redevenir actif plus tard. Parce que c'est dynamique. Exactement. Quels sont les résultats que vous attendez dès qu'un patient entrera dans une logique de partenariat de soins? Quels sont les résultats attendus? Donc en fait, à l'heure qu'il est en Belgique, on n'a pas encore de résultats parce que ce n'est pas encore tout à fait implémenté, mais les résultats attendus sont une plus grande satisfaction du patient, une meilleure qualité de vie pour les patients, de meilleurs soins, une meilleure institution de soins aussi, et moins de réadmission en fait. Parce qu'un patient actif est un patient qui connaît son traitement, qui sait comment réagir face à ses symptômes et qui donc risque moins d'être réadmis à l'hôpital pour un manque de contrôle en fait, tout simplement. Alors nous sommes ici au Salon des métiers de l'industrie. On déterminera justement comment l'industrie touche également le secteur de la santé. On parlera des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans un instant. Avant ça, quels sont les pays qui participent? Parce que c'est un projet international. On a dit que c'est nouveau en Belgique. On l'étudie depuis récemment. Ce sont des modèles qui viennent du Canada. Mais manifestement, donc aujourd'hui, vous êtes dans un projet qui concerne 4 pays. Oui, c'est juste, c'est bien ça, oui. Nicolas. C'est un projet européen qui est soutenu par le Fonds FEDER et par la Wallonie. Et nous sommes donc ici pour l'Université de Liège, on est leader du projet. L'Université de Liège, on va citer la faculté de santé publique. Oui. Vous travaillez au sein de la faculté de santé publique de l'Université de Liège. C'est ça, oui. Et on travaille donc en collaboration avec 9 partenaires qui sont répartis dans les différents pays de la grande région, donc l'Allemagne, le Luxembourg, la France et la Belgique. 9 partenaires, c'est beaucoup. Ça veut dire que ce sont des partenaires des hôpitaux et des universités? Oui, c'est ça, oui. On a des partenaires qui représentent un peu quelques universités représentatives des 4 pays. Et, qui, avec vous, donc, travaillent sur le même projet, avec la faculté de santé publique, avec l'Université de Liège, travaillent sur le même principe, avec l'idée de donner une définition à l'approche du patient partenaire de soins. La première partie du projet, c'est d'essayer de faire un inventaire, un état des lieux des actions qui sont existantes dans les différentes régions et d'éventuellement évaluer la possibilité d'implémenter ces actions-là dans les autres régions et voir quelle serait la plus-value et éventuellement établir un guide. Quelles seraient les solutions concrètes? Et des recommandations à les imaginer. Qui peuvent être données au pouvoir politique notamment pour pouvoir implémenter ces solutions concrètes. Oui. Vous commencez à les imaginer, ces solutions concrètes, ou on est encore un peu tôt dans le programme? Je pense qu'on est encore un peu tôt. Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'implémentation, on est dans la compréhension de qu'est-ce que le patient partenaire. Et puis on essaie de le comprendre à différents niveaux, donc que ce soit aussi au niveau des institutions de soins. Par exemple, il existe des comités de patients. Nous avons un volet sur les comités de patients et donc ce sont des groupes de patients qui se réunissent pour prendre des décisions au niveau de l'organisation de l'institution de soins, donc de l'hôpital. On a aussi un volet plutôt formatif où c'est plutôt une sensibilisation, donc on veut vraiment
Destiné aux équipes de soins à ce moment-là. Pardon? Destiné aux équipes de soins. Aux équipes de soins et même aux patients, on veut juste transmettre de l'information sur le partenariat de soins, qu'on en entende parler et que les gens sachent ce que c'est. Alors, on nous suit en direct sur Facebook. Si on souhaite rejoindre, si on souhaite être informé, comment s'y prend-on sur le projet a une page Facebook sur laquelle seront publiées les futures actions qui vont être développées dans le cadre du projet, notamment 2 enquêtes qui vont être lancées au courant de cette année, une vers l'été et une juste un petit peu après normalement. Alors une question encore, puisqu'on l'a dit, on est au salon des métiers de l'industrie. La santé est touchée également par l'industrialisation. Cette industrialisation, elle permet justement la gestion des données, le pilotage des données, le monitoring des données qui permet d'améliorer la qualité des soins justement. En quoi l'IT est susceptible de venir modifier cette approche du partenaire de soins? C'est une question peut-être un peu piège, mais dans la mesure où vous êtes en train de dessiner le programme, est-ce que vous avez déjà pensé à comment l'IT et comment l'applicatif est susceptible de vous venir en aide dans l'approche? On n'est peut-être pas encore pour le moment dans le comment, mais on est plutôt dans le qu'est-ce qui existe déjà. Toujours au niveau de l'inventaire. On va donc pour le moment voir quelles sont les actions qui existent dans les pays de la grande région, et on va aussi mettre en place une des 2 enquêtes va porter justement sur les nouvelles technologies et interroger tout un chacun pour savoir comment et quelles sont les données que les personnes veulent avoir accès via Internet, via le dossier médical partagé. Alors du partenariat, on passe à l'accompagnement. Bonjour Thomas Lenoir, on passe le micro. Vous êtes chargé de projets en insertion socio-professionnelle avec le centre régional, vous allez m'aider? De Verviers pour l'intégration. De Verviers pour l'intégration, parce que j'ai tendance à dire le centre régional Verviers-Toi d'intégration, le centre régional de Verviers pour l'intégration. Avec l'idée, c'est d'accompagner des personnes qui s'adressent à vous dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle. On avait travaillé sur des projets, on a tous le droit de décrocher un job, et c'est un peu l'idée aussi, c'est comment on accompagne pour rendre également les gens partenaires s'ils le souhaitent. C'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, nous, au centre régional de Verviers, on a plusieurs missions, dont une partie qui est l'accompagnement socio-professionnel des personnes dans la recherche de l'emploi. Et dans ce cadre-là, d'une part, on essaye d'aider ces personnes étrangères qui viennent d'arriver en Belgique de comprendre comment fonctionne le marché de l'emploi en Belgique. Et on se rend compte que un des facteurs d'intégration sur le marché de l'emploi, c'est l'apprentissage du français pour des personnes qui sont non francophones. Et donc, vis-à-vis de ça, nous, on essaye d'orienter ces personnes vers des opérateurs d'apprentissage du français, nous, sur notre région de Verviers, en fonction de leur niveau de français. En sachant que l'enjeu, alors, c'est de créer des partenariats avec les entreprises. Pour ceux qui vous concernent aussi, parce qu'il faut que les entreprises soient ouvertes et soient prêtes à jouer le jeu. On n'apprend pas le français du jour au lendemain. Exactement. Pour le moment, les cours de français qui sont donnés, c'est des cours généralistes. Et on est parti d'un constat assez fort à Verviers, c'est qu'on avait un taux de chômage assez important au niveau des personnes étrangères, qui est le double des personnes autochtones. Et quand on parle avec les entreprises, elles nous disent qu'un des freins à l'accès à l'emploi, c'est la méconnaissance du français. Et donc nous, un des projets qu'on aimerait bien mettre en place et où on a besoin des entreprises, c'est de créer des cours spécifiques métiers. C'est-à-dire que pour travailler dans un secteur spécifique, on n'a pas besoin de faire de la grande littérature, on a besoin peut-être de maîtriser 200, 300, 500 mots spécifiques. Et pour ça, nous, on a besoin des entreprises parce que c'est elles les expertes de leur métier, celles qui les connaissent mieux que nous. Nous, on a l'expertise pédagogique. Donc c'est pour ça que nous, on aimerait bien développer ces types de cours en partenariat avec les entreprises, étant donné que le Servi, on reste un service public qui ne s'adresse pas uniquement aux personnes étrangères, mais aussi aux entreprises. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la digitalisation est partout. On l'a dit, le salon des métiers de l'industrie. Et là, vous êtes en train de travailler sur un portail qui va permettre aux professionnels justement d'orienter les personnes qui sont demandeuses vers les bonnes formations en fonction du profil aussi. Exactement. Donc, à Verviers, on a été mandaté par les autres CRI, donc les autres centres régionaux d'intégration qui sont dispersés partout en Wallonie, de créer un portail qui va recenser l'offre de français partout en Wallonie afin de fluidifier l'orientation parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des listes d'attente assez élevées pour les personnes pour assister au cours, et le fait de pouvoir recenser de manière quasiment au jour le jour en fonction des places disponibles pour les orienter permettait de diminuer le temps d'attente
pour ces personnes. Et donc on a créé un portail où tous les opérateurs de l'insertion partout en Wallonie, donc on a plus ou moins pour le moment 700 offres de cours de français qui sont recensées sur toute la Wallonie, de montrer un peu et de voir ce qui était fait. La digitalisation, c'est un soutien pour développer la valeur. C'est vraiment c'est l'enjeu auquel nous serons confrontés dans les années à venir. Merci, sauf si vous souhaitez ajouter un mot. Merci à tous les quatre. C'était un plaisir de vous accueillir. C'est une bonne soirée. La soirée du SAMS, la clôture, c'est ici, c'est maintenant. Et évidemment, on se voit tout de suite après. Merci beaucoup. Le SAMS, on continue avec d'autres invités. Le Salon des métiers de l'industrie. Alors, on vous l'a dit, on a accueilli aujourd'hui 75 exposants, il y avait 49 entreprises, des entreprises qui sont toutes actives dans les métiers de demain, les métiers de l'industrie, les métiers de l'avenir, des métiers qui touchent à l'IT, qui touchent à l'aéronautique et au spatial, à la mécanique de précision, aux techniques industrielles, à l'assemblage, au traitement des matériaux et à la conception. Nous sommes ici au cœur de la Basse-Meuse. Alors vous connaissez probablement la Basse-Meuse, ce territoire industriel qui a vu des activités d'emploi se développer fortement, que ce soit au sein de Herstal Group, mais au sein d'autres entreprises comme Safran, que nous recevrons dans un instant et qui sont à la recherche de personnes qui seront susceptibles de postuler à des emplois demain. La Basse-Meuse, on l'a dit, le zoning industriel des Hauts-Sarts, on l'appelle communément, classiquement, le zoning industriel des Hauts-Sarts. C'est un parc d'activités. 300 entreprises sont présentes qui ont créé de l'emploi. Aujourd'hui, ça signifie 9000 emplois. 9000 emplois sur le territoire, sur ce parc d'activités. Et demain, avec l'extension des Hauts-Sarts, on parlera très clairement de 1000 emplois supplémentaires, plus des emplois en pénurie. Alors, j'ai la chance d'accueillir d'autres personnes. On va commencer avec Safran, justement, mais puisqu'on parlait de vous juste à l'instant avec les personnes qui viennent de nous rejoindre en direct sur le Facebook Live. Vous avez un défi chez Safran, et je sais que Muriel Brodure va être très intéressée par ce que vous allez dire. C'est un défi de recrutement, en fait. Oui, en effet. C'est juste en effet. Cette année, nous recrutons de l'ordre de 120 personnes. 120 personnes recrutées chez Safran cette année. Oui, et ça fait plusieurs années que nous recrutons entre 100 et 150 personnes. Et on recrute principalement des profils techniques. Du bachelier en électromécanique en passant par l'ouvrier qualifié, tourneur-fraiseur, mécanicien, également des ingénieurs. Et ce sont tous des profils qui sont globalement en pénurie ou en tout cas des profils qui sont assez rares sur le marché en Belgique. Et donc c'est vrai que c'est chaque fois un défi chaque année de recruter les profils que l'on cherche. Alors vous avez lancé une campagne de recrutement en fait, c'est ça? Comment s'appelle cette campagne? Donc le thème de la campagne, le slogan c'est Ose, bouge, fonce, parce que et en visuel on a photographié les gens de chez nous. Qu'on a pris en photo dans nos ateliers, c'est voilà, nos travailleurs qu'on a voulu mettre en avant parce qu'on voulait vraiment montrer du concret. Les gens qui travaillent chez nous, qui de mieux pour représenter l'entreprise que les vrais travailleurs de chez nous. Et c'était important aussi pour nous de mettre en avant l'humain parce qu'on considère vraiment que ce sont les gens qui composent l'entreprise qui vont faire la différence. Oui. Oh. Aurélie Amblay, vous avez en face de vous Muriel Brodure, qui est députée provinciale. Le rôle de la députée provinciale, c'est de développer, de mettre en place des formations qui permettront à des étudiants, à des élèves de bénéficier de compétences techniques fortes. Quelles sont les compétences techniques dont vous avez besoin demain, puisque vous avez la possibilité d'interpeller justement la députée provinciale qui est en charge justement du développement de ces formations, de l'enseignement au sein de la province de Liège? Oui, voilà, je viens de citer quelques des profils techniques que l'on recherche et je pense vraiment que dans toute la filière, il y a un déficit d'image sur lequel on travaille depuis un certain temps, mais soit les métiers sont peu connus ou mal connus. Quand on voit les métiers de l'industrie, ils souffrent pour certains toujours d'une mauvaise image. Les métiers ont très fort évolué. J'ai l'impression parfois qu'on fait une différence entre la vieille industrie et le numérique, alors qu'en fait les deux sont vraiment se rencontrent aujourd'hui. Et quand on voit nos ateliers, ils n'ont plus rien à voir avec les ateliers d'il y a 30 ans. Et ça vaut la peine de passer du temps, comme dans un salon comme celui-ci, à faire connaître nos métiers, les évolutions, et à montrer les nouvelles compétences dont on a besoin, de fortes bases techniques avec des compétences de collaboration, de travail en équipe.
Alors, je vais vous donner la parole tout de suite. Juste préciser à toutes les personnes qui se branchent sur Facebook, ce salon a été un succès aujourd'hui. C'est encore un succès pour la soirée de clôture. Et donc, on est dans une situation où on a un peu du mal à s'entendre. Et donc, toute la difficulté pour Muriel Brodure est de comprendre ce que Safran est en train de dire et comment, justement, l'enseignement provincial peut répondre aux défis du recrutement et des compétences qui doivent être transmises. Alors, heureusement, je sais lire sur les lèvres. Donc, donc, nous sommes effectivement en déficit d'élèves. Il est vrai que la filière qualifiante, comme nous l'avons dit déjà tout à l'heure, souffre d'un déficit d'une image, d'une... Je ne sais pas comment ça passe sur l'antenne, je vais continuer quand même. Les micros fonctionnent bien. Ce que je disais, je suis blonde, c'est pas facile. Donc. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, nous souffrons en tant que métier du qualifiant, en tant que formation pour le qualifiant, d'un déficit d'image. Je pense qu'il faut faire reconnaître aux parents, il faut faire reconnaître aux étudiants, aux professeurs déjà dès le primaire. Nous avons pour ce faire le Technitruck, donc nous avons nos partenaires ici présents, où nous avons déjà une longue histoire ensemble, qui prépare et qui montre aux primaires les métiers du technique sous forme d'un camion qui se déplace dans les écoles et qui montre les différents modules possibles. Il y a de la modélisation, il y a de l'électromation, enfin il y a énormément de choses qui sont faites. Il y a 4 modules pour le moment, on est en réflexion d'un 5e module. Ça, c'est pour le primaire. Et puis, nous avons aussi toujours avec nos partenaires, car ici à côté de moi, l'IFAPME est quand même présente dans le comité d'accompagnement de la technosphère. Donc, c'est un magnifique outil qui présente tous les métiers techniques, scientifiques, modernes, puisque le module précédent était un module qui montrait tout ce qui était possible de faire avec le vent, avec les éoliennes, et que maintenant, nous sommes sur la base de l'eau. L'or bleu, comme on le sait, vraiment base importante, donc qui développe aussi auprès des étudiants des belles valeurs. Mais pour revenir effectivement à tous les métiers que vous avez besoin, je pense que le plus important, parce que l'enseignement technique de la province de Liège s'attelle vraiment, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur, à être à la pointe par le matériel que nous utilisons, par tout ce que nous essayons de développer, par les partenariats en entreprise, puisque nous avons la possibilité, nous avons aussi des conventions, que ce soit avec Technifutur. Voilà, j'ai des choses qui me viennent comme ça, mais où nous travaillons vraiment sur tout ce qui est au plus proche des entreprises. Oui, et ce qui est important, parce que on a parlé tout à l'heure du master en gestion de production, Safran justement accueille des étudiants de la province de Liège qui sont dans ce cursus de master en alternance en gestion de production. Ce sont des profils que vous recrutez. Et donc ce dialogue justement entre les autorités publiques et les entreprises est évidemment hyper important. On a 2 autres acteurs. Oui, nous avons aussi les Job Days, je pense que vous y avez participé, où effectivement les étudiants viennent se présenter aux différentes entreprises et eux-mêmes se vendent. Les entreprises reçoivent une clé. Cette année, nous avons fait une première, c'est-à-dire que nous avons réuni l'ensemble des entreprises sur le site du Palais des Congrès, où les entreprises rencontraient tous les profils possibles. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez d'élèves, comme je l'ai dit ce midi, pour répondre à la demande. Donc nos étudiants sont merveilleusement formés. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas objective, mais je pense que d'autres acteurs de la profession que moi pourront le dire sont très bien formés, mais on n'en a pas assez. Donc, je pense que, voilà, par faire connaître et découvrir, ce seront les enjeux d'aujourd'hui et de demain pour que nous ayons de plus en plus de métiers techniques et qu'on ne choisisse pas le technique et le qualifiant, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme filière de relégation. Alors, je suis heureux d'avoir 2 acteurs de la formation à mes côtés. Georges Nicolaïdis pour commencer, si vous voulez bien, parce qu'au moment où on parle des métiers, je sais que pendant qu'on parle, on doit diffuser notamment le motion design de D6 Usinage qui passe à l'écran au moment où on parle. Et justement, dans ces métiers en pénurie, ces métiers que vous rencontrez chez Safran, où là vous avez des difficultés de recrutement, Technifutur cherche à se positionner et cherche véritablement à développer des formations qui vont répondre aux requis, aux desiderata des entreprises.
Voilà, effectivement, on essaye de s'approcher en tout cas au plus des entreprises. Donc finalement, on essaye de lancer des initiatives à la demande des entreprises. Donc on a créé des comités d'entreprise, donc les entreprises participent avec nous, et de manière à définir leur métier, définir leurs besoins, et nous donner un petit peu s'approprier Technifutur, de manière à ce que nous puissions former en fonction de leurs besoins. C'est extrêmement important. Et pour cela, on a créé 3 commissions, finalement, ou 3 groupes d'entreprises. Une dans le domaine des usinage, avec une série d'entreprises de référence, comme Safran, entre autres, mais la FN aussi, mais aussi des petites et moyennes entreprises. C'est très important d'avoir un panel relativement large. Dans le domaine informatique, on travaille également avec des grands noms au niveau de l'informatique de manière à répondre à ces besoins, parce que les évolutions sont tellement rapides que des pénuries se manifestent aussi dans l'IT. Et là, ces 2 programmes, il y a Square Code et il y a le programme sur l'intelligence artificielle, c'est juste? Bravo, je vois que vous lisez, bravo. Effectivement, il y a l'initiative Square Code et on a lancé quelque chose dans le domaine, une activité dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais également au niveau des métiers de l'électricité, des monteurs câbleurs, une action qui s'appelle Mecavolt par rapport au métier de l'électrotechnique. Donc il y a 3 finalement groupes d'entreprises qui représentent sur 3 initiatives et nous formons par rapport aux métiers en pénurie et par rapport aux besoins des entreprises. C'est une initiative en tout cas qui apporte son succès, puisque les entreprises sont partenaires, elles sont là. Il ne faut pas oublier que Technifutur, c'est un outil au service des entreprises. Sans les entreprises, nous ne sommes rien, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment un outil et nous ne sommes qu'un outil et rien d'autre. Également, Madame Remacle, IFPM, vous avez entendu justement, mais quelles sont les demandes de Safran? Comment vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous pouvez apporter justement pour répondre aux aspirations individuelles aussi? Parce qu'on a besoin d'aimer son métier. C'est nécessaire d'aimer son métier pour être performant, à la hauteur, aimer le travail de qualité. Mais comment vous répondez aux requis des entreprises, à ce que les entreprises vous demandent également? En fait, l'IFPM est le fonds sectoriel des constructions métalliques et donc on a une action sur l'ensemble de la Wallonie et Bruxelles francophone. Et c'est vrai que le constat ici, c'est un succès. Les acteurs de la formation, de l'enseignement sont tout à fait matures en termes d'outils. Les centres de compétences viennent en appui. Il y a d'énormes et de très positives collaborations, Forem, enseignement, IFAPME, centres de compétences et même les CTA, centres de technologie avancée. Par contre, c'est vrai, nous organisons depuis 27 ans les épreuves sectorielles en soudage, usinage et maintenance industrielle. Et la maintenance industrielle avec d'autres fonds sectoriels que sont Alimento et Volta. Et le constat cette année, il est assez horrible en fait. Il y a de plus en plus d'écoles qui participent à nos épreuves sectorielles, mais les classes ont maigri. Alors, ça veut dire que là où vous aviez 18 jeunes dans la classe, vous n'en avez plus que 10 ou 12. Ça, c'est terrible en fait. Oui, et je pense que dans l'inconscient collectif, on est intimement persuadé qu'il faut faire des études générales pour avoir accès au graduat. Et aujourd'hui, j'étais très heureuse de constater que des jeunes qui sont en technique de transition, technique de qualification, même qui vont faire du professionnel grâce à une 7e, vont pouvoir avoir accès, s'ils le souhaitent, à des études supérieures, puisque des entreprises comme Safran recherchent des profils plutôt baccalauréat. Et moi, je peux vous dire que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est presque 50% de jeunes qui me disent « Ah, mais moi, je termine ma 7e et je vais faire mon graduat. » Vous avez été boosté aujourd'hui. C'était fantastique. L'envie de ces jeunes, c'est magnifique. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Je vais vous libérer de ce calvaire. On ne va pas dire un calvaire parce que c'était un plaisir de vous rencontrer. Mais c'est gentil, c'est merci. Vous avez relevé le défi de vous parler, évidemment. Voilà, je pense qu'on le voit à l'antenne. On a 200 personnes qui sont présentes ce soir. J'étais très heureux de vous rencontrer et très heureux surtout de favoriser cette rencontre des entreprises privées, des centres de formation et l'enseignement de la province. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve merci tout à l'heure. Bonne soirée, merci. Le salon des métiers d'industrie, on vous l'a dit, c'est un succès véritable. 200 personnes sont présentes maintenant pour la soirée de clôture que vous vivez en direct sur Facebook, avec des personnes qui viennent nous expliquer justement comment les métiers de l'industrie sont en train d'évoluer pour répondre justement aux défis du futur. Nous sommes en direct du Salon des métiers de l'industrie. Nous avons accueilli aujourd'hui près de 2000 personnes qui sont venues justement découvrir ces métiers dans le domaine de l'IT, de l'aéronautique, du spatial, de la mécanique de précision, des techniques industrielles, de l'assemblage, des traitements des matériaux et de la conception. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Pellerat. Bonjour Jacques Pellerat.
juste vous demander de prendre votre micro. Vous allez bien et vous êtes entré en contact avec CE+T justement, vous connaissez bien. Depuis longtemps, hein, on travaille ensemble sur des grands projets. Oui, alors je vois que la chaise est un peu basse. Je vous propose de vous installer ici, vous serez un peu plus à l'aise. Voilà. Je reste là. On est en direct, restez là. Et j'espère que vous ne me reprocherez pas de m'approcher de Jacques Pellegrin. Non, absolument pas. On fait tous ça. Alors Jacques, il y a un projet important en Wallonie. On a vécu aujourd'hui le salon des métiers de l'industrie. On avait 49 entreprises présentes dans le domaine de l'industrie, c'est extraordinaire. Ça signifie qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'industrie, il y a des entreprises qui veulent communiquer qu'elles sont dans des secteurs de pointe en Wallonie. Est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est en train de changer dans les mentalités en Wallonie? Oui, mais c'est même plus que dans les mentalités. Pour moi, c'est dans une réalité. Donc on est vraiment parti dans pour moi, dans une mutation économique et technologique au niveau wallon. Suite aux différentes fermetures qu'on a eues, mais qui sont déjà, pour moi, qui font partie du passé. On a mis vraiment une dynamique en place, tant au niveau wallon qu'au niveau même local, en fait, par des outils comme le GRE ou ici Basme Développement, vraiment pour porter les entreprises et l'innovation véritablement et les transformer en réalité concrète. Donc je crois que c'est vraiment un mouvement de fond qui s'est établi. Et donc ça me paraît assez important que les entreprises en parlent, puisqu'on va parler un peu de métier, j'imagine, mais que l'image que l'industrie a est souvent pour beaucoup de personnes une image du passé. On a un peu l'impression que les entreprises, ce sont des trucs qui sont vieux avec des vieilles technologies. Et donc je crois qu'il faut ouvrir les portes des entreprises, ouvrir la boîte noire ouvrir la boîte noire et découvrir qu'il y a une innovation extraordinaire. Voilà. C'est le cas, Jean-Pierre Gilson, chez CE+T Energrid. Est-ce que vous travaillez, alors Energrid, on va un peu expliquer ce que sont les grids, mais justement vous travaillez dans de l'innovation. C'est clairement les matériaux du futur qui vont nous permettre de gérer l'énergie différemment et de la valoriser différemment. Absolument, donc chez CET Energrid, effectivement, on s'occupe de projets autour du stockage d'énergie pour pouvoir valoriser un peu mieux ou utiliser un peu mieux le grid et se prémunir des problèmes que le grid risque de rencontrer dans le futur. Et en parlant d'innovation, notre société est basée sur les convertisseurs d'énergie de notre société mère CET Power qui a gagné modestement le Google Challenge en 2016, qui est un challenge mondial qui consistait à fabriquer le plus petit convertisseur au monde capable de développer 2 kW. Alors leur convertisseur ou notre convertisseur n'était pas le plus petit, mais c'est le seul qui a subi les 100 heures de tests qui étaient déterminés par Google pour gagner ce challenge face à des sociétés immenses et à des écoles d'ingénierie aux États-Unis. Et c'est une petite boîte wallonne créée avant la guerre, comme disait Jacques, à l'époque des grosses industries. C'est une petite PME wallonne, qui fait quand même 200 personnes, qui a gagné ce challenge. Quels sont les défis que vous allez relever demain chez CE+T Energrid ? Alors il y en a pas mal. L'essentiel évidemment tourne autour de 2 choses. D'une part, c'est la qualité de l'énergie qu'on va trouver sur le grid. Donc le grid ou le réseau d'alimentation électrique était par le passé une grande autoroute à un seul sens qui amenait l'énergie électrique depuis les centrales nucléaires et les centrales à charbon vers tous les utilisateurs. Au jour d'aujourd'hui, il y a une multiplicité de producteurs. Vous avez des panneaux solaires sur votre toit, Jacques il a une éolienne dans son jardin, moi j'ai un petit ruisseau et je fais tourner une petite roue pour produire de l'électricité. Et tout ça va changer le dimensionnement du grid et aussi la qualité de l'énergie qui est sur le grid. Donc là, il y a toute une série de défis à relever pour que ce grid reste de qualité. Et en plus de ça, on développe des applications autour du stockage d'énergie. On en entend parler assez bien, on peut faire référence à Tesla qui est bien connu pour le grand public. Là, on fait la même chose ici avec des gros sites de stockage d'énergie pour l'industrie, pour le commerce ou même pour les maisons individuelles. Votre objectif, c'est de rendre le grid disponible pour monsieur, madame, tout le monde, oui, pour des entreprises. En tout cas, d'en augmenter sa disponibilité, donc pour éviter les phénomènes potentiels de blackout et aussi et surtout pour maximiser l'utilisation des énergies renouvelables, ce qui est extrêmement important. Donc on parle d'une énergie décarbonée, avec moins en moins de production fossile ou nucléaire et dans la mesure du possible, essayer de
n'arriver qu'à une production d'énergie renouvelable, ce qui serait évidemment le nirvana. C'est pas encore gagné, mais en tout cas c'est le genre de défi auquel on s'attelle. Réussir à produire de l'énergie, la renouveler, de l'énergie renouvelable. Et puis il y a un projet, Jacques Pellerin, on peut en dire un mot, c'est Reverse Métallurgie. Comment on valorise les déchets industriels, certains déchets industriels dans le domaine des métaux, comment on leur donne une seconde vie. C'est le projet sur lequel vous travaillez, avec là de nouvelles applications qui sont annoncées pour les mois à venir, sans rien annoncer qui ne peut l'être évidemment. Non, mais c'est vrai qu'on travaille un peu avec Jean-Pierre sur les grids. On a un grand projet, moi j'y crois énormément. Comme Jean-Pierre le dit, c'est un vecteur, je dirais, qui n'est pas contradictoire de l'économie. On met souvent en contradiction économie et développement durable. On peut faire les deux en même temps. Et donc il faut surfer sur l'opportunité au niveau local. Et c'est là qu'on pourra prendre une place importante. Il y a souvent des complexes par rapport à Google, etc. Ici, on peut montrer qu'on peut prendre des choses. Dans Reverse Métallurgie, c'est la même chose. On a un passé industriel très fort au niveau de la métallurgie. On inverse la tendance. Le mot reverse, c'est quoi? C'est aller chercher les métaux là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans les produits finis, dans les voitures de demain qui seront des hybrides, avec des matériaux extrêmement rares, comme des terres rares, etc. Ça, c'est vraiment la chose. Et ça, notre connaissance que nous avons, il faut évidemment la faire évoluer. Il y a de l'innovation, il faut l'adapter. Mais Reverse Métallurgie, c'est ça. C'est vraiment ramener, je dirais, une innovation dans un domaine qui paraît pourtant ancien, mais qui est parfaitement neuf parce qu'on l'applique à la problématique du recyclage. Et qui créera demain de l'emploi. Qui crée de l'emploi déjà aujourd'hui. Déjà maintenant, parce qu'on a plusieurs piliers. Et on a démarré le projet il y a 3 ans. On a déjà décidé d'investir. Ce ne sera pas Liège, ce sera au Bourg, mais c'est décidé dans une unité qui va produire des cathodes de cuivre à partir des déchets métalliques. On a un projet très ambitieux, mais qui est pratiquement au stade de ce qu'on appelle l'upscaling, l'industrialisation pour le tri intelligent et automatiser des déchets. Donc c'est du très concret, c'est de l'automatisation, c'est de la robotique à grande vitesse avec des sociétés comme Citus Engineering, avec des sociétés comme Comet Traitement. Donc on a un potentiel vraiment très important et qu'on arrête de dire qu'on n'a pas un rôle à jouer au niveau wallon. Si, bien sûr qu'on en a un. Il faut l'assumer aujourd'hui. On y va, tout simplement. Jacques Pellerin, Jean-Pierre Gissonne, je veux vous remercier d'avoir relevé le défi de l'interview. Alors qu'on a 200 personnes qui sont juste derrière, il fallait tendre l'oreille. Merci. Avec plaisir, merci de votre accueil. Un plaisir de vous rencontrer. Une bonne soirée, on se voit tout à l'heure. On est en direct du Salon des métiers de l'industrie. On vous l'a dit, c'est la soirée de clôture. On a accueilli aujourd'hui près de 2000 personnes qui sont venues découvrir les métiers d'avenir, les métiers de demain dans le secteur de l'IT, dans le secteur de l'aéronautique, de la mécanique de précision, des techniques industrielles, de l'assemblage et traitement des matériaux et de la conception. Alors le temps que d'autres invités arrivent, ça me permet, je prends juste quelques secondes pour remercier l'équipe aux médias qui est mobilisée depuis tôt ce matin et qui est aux manettes pour vous restituer un Facebook Live qui, on l'espère, est d'une qualité que vous appréciez. Je vous assure que toute l'équipe était mobilisée pour vous faire vivre cet événement dans le cadre du redéploiement économique, un redéploiement économique qui nous est cher. Bonjour à Fabrice Huard et Véronique Doutreau de chez NSI. Tout à fait, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien, vous avez vécu ce salon des métiers de l'industrie avec un objectif pour NSI, c'est d'expliquer votre métier, de dire à des jeunes que demain le big data sera aussi et déjà aujourd'hui un élément important qu'il faut pouvoir maîtriser pour piloter son entreprise. C'est ça, Véronique? Tout à fait. En fait, l'objectif était vraiment de sensibiliser les jeunes au métier de l'IT parce qu'on vit déjà une pénurie à l'heure actuelle de métiers spécifiques comme ceux-là. Et nous pensons aussi qu'il est important de sensibiliser les futurs diplômés de demain face justement aux métiers de l'IT qui est un secteur d'avenir. Et ça ne va pas s'arrêter là en si bon chemin parce que quand on voit l'avenir tel qu'il est prévu, tout ce qui est la digitalisation à tous azimuts, on pense que vraiment leur place est également dans l'IT et de sensibiliser les jeunes filles aussi à ces métiers-là parce que c'est souvent un métier masculin. Or, il y a pas mal de rôles que les femmes ont chez NSI aussi. Et elles amènent un autre regard. Elles amènent un autre regard, elles ont une approche critique très intéressante. Il y a beaucoup d'analystes qui sont chez nous et on a la chance d'avoir des étudiantes aussi qui font leur stage chez nous, à savoir 2, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc, la richesse de la donnée est aussi dans la reconnaissance de la différence. Exactement, tout à fait, exact. Fabrice Huard, vous travaillez également chez NSI sur différents projets. En quoi est-ce que la donnée est en train de changer le métier de NSI, a déjà changé le métier de NSI et changera encore votre métier demain?
Eh bien, moi, je travaille chez NSI maintenant depuis 2007, donc ça va faire 12 ans, où j'ai évolué aussi dans les différentes fonctions. Et de plus en plus, on travaille avec beaucoup d'informations collectées et de plus en plus d'informations qui passent à travers du numérique. Donc tout un ensemble de données qui étaient historiquement en papier ou dont on n'avait pas connaissance, qui viennent au niveau de l'informatique et qu'on doit traiter. Et donc on a aussi besoin dans les métiers de l'informatique de gens capables de traiter ces données-là et de travailler sur les dossiers. Donc on a souvent l'impression que l'informatique est purement un métier du geek qui est derrière son écran. Mais en fait, quand on reçoit les données, il faut d'abord les analyser, comprendre ce qu'on reçoit. Exactement. Réussir à stocker, à sécuriser. Exactement. À transformer et à donner de la valeur, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et l'important, c'est de comprendre le métier et les métiers des personnes avec qui on travaille pour bien interpréter les données qu'ils nous donnent et qu'on va devoir traiter dans les applications pour pouvoir les refournir après. Par exemple, on travaille maintenant énormément avec des données géospatiales, par exemple. Donc tout ce qui est données de géolocalisation qu'on n'avait pas avant au niveau des applications, de plus en plus. Notamment chez NSI, on a travaillé sur le géoportail au niveau de la Wallonie. C'est de la donnée qui permet de spatialiser, de montrer par exemple les ravels, de montrer tout ce qui était plan d'urbanisation et tout ça qui avant était purement en papier. Tout ça peut être digitalisé maintenant. Et donc c'est vraiment toute une gamme de données qui il y a 12 ans quand j'ai commencé chez NSI, les données spatiales n'existaient pas. Et donc on peut maintenant intégrer aussi toutes ces données. Et donc c'est vraiment une évolution dans les compétences de nos métiers et de nos compréhensions pour les analystes, pour les chefs de projet, pour les développeurs aussi. Parce que c'est des nouvelles gammes de développement qui arrivent sur le marché. Et maintenant de plus en plus aussi avec tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est big data, qui sont des nouvelles données qu'on doit traiter et de nouvelles méthodes de travail. Quels sont les défis pour NSI dans les années à venir, Véronique? Les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux. Déjà, c'est de rester toujours à la page. Et ça, c'est de s'accompagner chaque fois de collaborateurs qui seront toujours proactifs, curieux et qui vont toujours vouloir, on va dire, aller en question et construire. Toujours obligatoirement. On ne peut pas s'arrêter. Quand on est dans l'IT, on est obligé de garder cette curiosité intellectuelle en permanence parce que le monde bouge énormément et très très vite. Donc on doit s'adapter en permanence par rapport à la situation de marché et apporter de la valeur ajoutée. Nos clients sont... Le message c'est compétences, venez avec vos compétences, des compétences et des compétences. Et volonté aussi, esprit d'équipe. Le savoir-être et le savoir-faire sont deux éléments. Enfin vraiment, voilà. Ça nous donne envie de travailler chez NSI. Oui, tout à fait. C'est bien de travailler chez nous. Exactement, c'est notre meilleur commercial, je pense. Mais l'important aussi, c'est des métiers dans lesquels on est en perpétuelle évolution et en perpétuel apprentissage. Donc ce n'est pas des métiers où quelque part on ne va pas avoir de remise en question. On doit toujours apprendre des choses parce que les technologies évoluent. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de smartphone. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de tablette. Il n'y avait pas de voiture connectée. Et donc tout ça, c'est des choses qui évoluent et que même moi qui suis depuis 15 ans chez NSI, j'apprends encore des choses. Et tous les jours, on apprend des choses. Et donc c'est ça qui fait aussi la richesse de l'emploi. Véronique, Fabrice, merci à tous les deux. On se retrouve tout à l'heure, la soirée de clôture du SAMS. Bonne soirée et merci. C'est un plaisir de vous rencontrer. On continue avec le SAMS, le salon des métiers de l'industrie. On vous l'a dit, on est en direct de Herstal, en direct de la fabrique. On l'a dit, on est à 200 mètres du parc d'activités des Hauts-Sarts où on accueille 300 entreprises, 9000 emplois et un parc d'activités qui est encore en développement. On marque une toute petite pause. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec d'autres invités pour le SAMS. Tom, Nora, vous aimez la précision? Pourtant vos parents vous l'ont suffisamment reproché.
Tu passes trop de temps sur les détails. Votre mère n'est pas spécialiste en système d'usinage, mais vous deux, vous pourriez le devenir. Être précis, c'est une qualité essentielle au métier de l'usinage. Sortez de votre esprit que vous travaillez à la chaîne, dans un environnement digne des temps modernes. Prenez une minute pour comprendre comment donner un sens à vos talents. Technicien et opérateur en système d'usinage, cela concerne les biotechnologies, l'aéronautique, le spatial, mais aussi les nouvelles technologies. On explique le job. Vous créez des pièces métalliques de précision sur une machine-outil ou sculptez la matière avec minutie. C'est donc un métier qui vous amène à jongler entre la mécanique, l'usinage et la programmation. C'est clair, le métier demande d'être performant et il donne un sens à ce que vous réalisez. Aujourd'hui, les entreprises liégeoises sont à la recherche de 150 usineurs. Le métier a de l'avenir. C'est une des raisons pour lesquelles Technifutur organise actuellement 2 formations. Alors, vous souhaitez en savoir plus ? Toutes les infos sont sur d6usinage.be. Des entreprises liégeoises forment et engagent 150 personnes. This is Usinage.
Merci. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct du Salon des métiers de l'industrie, en direct de Extal, la fabrique, au cœur du parc d'activité du zoning des Haussards, puisqu'on est à 200 mètres des Haussards. On connaît la situation du côté des Haussards, c'est 300 entreprises, 9000 emplois et une extension du parc d'activité qui va permettre demain la création de 1000 emplois. Et on sait que parmi ces 1000 emplois, il y a en plus 500 emplois qui sont disponibles aujourd'hui. Et on rencontrait aujourd'hui différentes entreprises qui sont présentes en province de Liège, voire à l'international, puisqu'on accueille également des entreprises allemandes qui étaient aujourd'hui ici pour présenter leur métier. On va changer de parc d'activité, on va aller du côté du parc d'activité de Liège. Comment vous l'appelez? C'est Liège-Serein? Liège Science Park au Sartinement. De Liège Science Park au Sartinement avec Olivier Lejeune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable recrutement chez EVS en fait. Alors EVS est une entreprise qui est évidemment connue historiquement dans le secteur du ralenti, mais vous ne faites pas que du ralenti. Non, tout à fait. Parce qu'il y a du stockage aujourd'hui, du stockage d'images, et donc vous développez vos activités véritablement chez EVS. On peut juste en dire un mot sur l'évolution des activités de votre entreprise? Oui, donc en gros, au-delà du ralenti, c'est aussi toute une série de technologies qui permettent aux chaînes de télévision, aux sociétés de production, de modifier un contenu vidéo qui a été capté en live. Quand je dis modifier, c'est enrichir, c'est transformer, c'est améliorer, c'est donner du contenu. Donner du contenu, donner une valeur, une signification. Exactement, aussi. Voilà, tout à fait. Donc quand on prend l'exemple d'un match de foot, le fait de définir une ligne de hors-jeu, par exemple, lors d'un match, très clairement, on crée un contenu, on crée une ligne de hors-jeu sur le contenu vidéo pour bien montrer aux téléspectateurs si effectivement il y a eu hors-jeu ou pas. Alors, chez EVS, vous avez un défi qui est le défi du recrutement. Oui. Quels sont les profils que vous recherchez aujourd'hui? On peut le dire, EVS, qui est une société qui travaille à l'international, qui est cotée en bourse, qui est un fleuron de la bourse belge. Oui. Aujourd'hui, vous avez des défis de développement. Oui, donc en gros, EVS, en gros, c'est quoi? C'est de l'informatique au service de la vidéo. Et donc quand on connaît le marché assez tendu pour trouver des informaticiens, quand je parle d'informaticiens, nous chez EVS, on recherche beaucoup de développeurs qui codent dans différents langages de programmation. Ça peut être du C++, du Java, des techno-web, etc. Voilà, on sait que notre défi, c'est attirer un maximum de talents compétents dans un secteur d'activité où la demande est très importante et l'offre, par contre, ne l'est pas. Quelles sont les compétences que vous allez scanner quand vous recrutez une personne? Alors d'une part, il y a les compétences plutôt techniques qui sont liées véritablement au métier de développeur. Voilà, quelles sont les connaissances ou l'expérience de la personne dans le monde du développement informatique. Et puis à côté de ça, c'est aussi des attitudes, c'est des valeurs, c'est des comportements qu'on essaye de retrouver dans l'entreprise pour faire en sorte que, à côté des connaissances techniques, il y a aussi des compétences qui soient liées à la personnalité, qui soient présentes pour faire en sorte que ça se passe bien. Alors on va rester dans le domaine de la digitalisation, on va passer à la CIL. Bonjour Angelo Parello. Donc il y a un défi à la FIL aujourd'hui, c'est la digitalisation des métiers. Et cette digitalisation des métiers dans une intercommunale comme la CIL qui nous fournit quand même un élément essentiel à la vie, c'est l'eau. Ce qui est assez bizarre, ce qui est assez étonnant, c'est réussir à expliquer comment la digitalisation des métiers va nous impacter dans la gestion d'une ressource essentielle qui est l'eau, va impacter notre consommation sans toucher à l'emploi en fait. Mais comment on peut expliquer cela, Angelo? Tout simplement parce que le but de la digitalisation dans une entreprise comme la CIL, c'est améliorer tous ces processus, c'est améliorer sa manière non seulement de collaborer entre nous, mais surtout de fournir un meilleur service, un service plus efficient aux citoyens, qui est de plus en plus connecté, de plus en plus digital et qui a de plus en plus d'attentes importantes. Donc ça ne va pas évidemment déforcer nos métiers, ça va les renforcer sur le terrain, ça va les renforcer dans la collaboration et ça va permettre de s'adresser à nos clients, nos citoyens d'une meilleure manière, tout en restant quand même une entreprise stable et traditionnelle dans ses canaux de communication. Donc l'accueil et autres resteront toujours évidemment parce que c'est essentiel à notre philosophie et aux clients. Alors quand on travaille sur un plan de digitalisation, ça signifie d'abord, premier élément, on va quand même le dire, c'est rassurer le personnel en disant c'est pas parce qu'il y a de la digitalisation qu'il y a derrière une perte d'emploi. C'est pas ça? Absolument pas. Non, ce sont des nouveaux métiers d'abord vont se créer et des nouvelles compétences. Et tout ce qui était
de valeur, de peu de valeur, va se retrouver avec des gens qui vont produire de la valeur, qui vont avoir un métier beaucoup plus intéressant. Tout ce qui est automatisation et tout ça va les décharger une certaine partie de leurs activités qui prenaient du temps et qui n'avaient pas beaucoup de valeur, pour les mettre dans des postes avec une certaine valeur, avec un métier beaucoup plus agréable et porté vers l'avenir aussi. Alors une question encore, quand on travaille sur la digitalisation, on a quoi? On a justement un tableau de pilotage alors? On travaille discipline par discipline. De quelle façon on pilote ça? Alors la stratégie qu'on a prise, la méthodologie qu'on a prise, c'est simplement d'aller chercher du métier ce qu'ils souhaitaient et ce qu'ils rêvaient d'avoir dans leur métier pour l'interne. Et à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est d'essayer de voir ce que le client attend d'une société comme la CIL. Comment et quel service il souhaite. Donc il y a quelque chose d'essentiel dans ce que vous êtes en train de nous dire, c'est comment on est à l'écoute des personnes qui travaillent à la CIL et comment la digitalisation va venir soutenir une activité, va venir soutenir un métier. Et le principe est le même du côté des clients. Comment la digitalisation va venir nous donner une explication et une valeur quand à un moment donné, je reçois des index. C'est juste ? Oui, il y a ça, il y a une donnée, il y a de la valeur, il y a une valeur ajoutée à la digitalisation, mais on ne fait pas de la digitalisation pour faire de la digitalisation, on fait de la digitalisation parce qu'on a une stratégie, parce qu'on a envie d'améliorer son service, parce que ça vient des métiers, ils ont un besoin et on essaye d'y répondre par une innovation technologique ou un changement pas de processus, on soutient le processus et on améliore constamment nos services. Alors on va rester dans la gestion des énergies justement, parce qu'on a parlé de l'eau, mais on va parler plus globalement de la gestion des énergies. Gungedik, vous représentez Liège Énergie, avec une nouveauté pour Liège Énergie dans les semaines à venir, c'est de pouvoir justement accompagner les habitants de la province de Liège dans les projets de rénovation, d'habitat, de prêt, c'est juste? Oui, tout à fait. À la demande du gouvernement wallon, il y a une stratégie à long terme de rénovation énergétique qui a été mise en place. Donc qu'est-ce qu'il faut faire d'ici 2050 pour rénover le bâti, pour mieux isoler, pour remplacer les vieux chauffages qui émettent beaucoup d'émissions de CO2. Donc quels sont les services à disposition des citoyens et comment on permet aux citoyens de disposer des différents outils publics? Parce que trop souvent, on ne connaît pas, on ne sait pas qu'il existe effectivement des primes, des prêts, des conseils pour choisir son entrepreneur, des conseils pour optimaliser son contrat de fourniture, pour adapter son comportement ou pour acquérir des équipements peu énergivores qui nous permettent de réduire notre consommation, nous, comme vous, comme citoyens, conscients du fait qu'il faut réduire son émission de CO2. Alors vous allez très loin justement parce que vous avez bien compris la puissance de l'information, la puissance de la donnée. Vous avez procédé dernièrement à une analyse aérienne, c'est ça, du bâti liégeois, de façon à déterminer quelles étaient les habitations qui étaient les plus énergivores. Oui, exactement, dans le cadre d'un projet européen, donc à Liège, des quartiers actifs pour le climat, en collaboration avec la région wallonne et un projet européen. Donc on a pu mettre en place une réflexion, une stratégie pour mieux analyser. Donc avec par exemple Reza, on a su chaque rue de Liège ce que consommait une rue, ce que les habitants consommaient, pas un point de fourniture mais une rue. Et donc l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on va intervenir dans les quartiers, et comment dans les on va donner l'information aussi. Exactement, comment est-ce qu'on va intervenir dans un quartier où le logement est dégradé, où la consommation est excessive, où il y a beaucoup de problématiques sociales, où il y a beaucoup de compteurs à budget. Donc l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on va apporter nos services avec le personnel limité qu'on a dans le service public, mais comment offrir ce service. Et les informations que vous analysez en même temps et qui permettent d'être communiquées aux personnes de façon à ce qu'elles décident si oui ou non elles se lancent dans des projets de Donc évidemment c'est une manière de leur montrer leurs maisons différentes, ils n'ont jamais vu, donc des couleurs sur leur toiture et de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir leur dire voilà il existe ça et de mettre pied à l'étrier en disant voilà vous pouvez le faire, chacun d'entre nous a la solution pour la rénovation énergétique, pour réduire les émissions, on est acteurs et soyons acteurs ensemble avec le service public, avec la région, la ville, la province, donc avec tous les métiers, avec le gestionnaire de réseau pour ensemble réussir la rénovation énergétique. Alors pour conclure ce Facebook Live, on va boucler la boucle en fait parce qu'il y a une chose, et je ne vous ai pas posé la question, donc si vous ne le dites pas, vous ne pouvez pas le savoir puisque je ne vous pose pas la question, mais c'est que vous êtes en contact avec les entreprises. La plateforme que vous êtes en train de mettre en place va permettre justement aux citoyens d'entrer en contact avec des entreprises
entreprises qui seront susceptibles de procéder aux rénovations. Et donc, à votre façon, vous participez au redéploiement économique de Liège. Oui, au redéploiement, à l'emploi local. Donc, toutes les rénovations énergétiques, les isolations de toitures, les remplacements de chaudières, ça se fait par de l'emploi local et non délocalisable. Ça permet un développement économique, ça permet une réduction d'émissions de CO2 pour l'environnement et évidemment, c'est bon pour le portefeuille du citoyen. Donc, tout le monde est gagnant et surtout l'entreprise de pouvoir effectivement engager, se professionnaliser avec des équipes. Gulgedic, merci Olivier Lejeune, merci Angelo Parello. Je vous souhaite une bonne soirée à la soirée de clôture du SAMS et on se retrouve quant à nous dans un instant. Merci pour votre disponibilité. On va clôturer donc ce Facebook Live. Je veux remercier à ce stade les équipes de Basse-Meuse Développement qui ont fait un travail extraordinaire pour accueillir justement toutes les entreprises qui étaient présentes aujourd'hui, tous les exposants. En fait, faut-il dire, les 75 exposants dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la formation et puis les 49 entreprises qui sont venues exposer leur métier. On pense évidemment particulièrement à Nathalie, à Priscilla et à Benjamin qui sont là derrière aux manettes, aux manœuvres pour faire en sorte que cette soirée de clôture soit également une réussite. Merci à l'équipe de médias également qui était sur le feu pour vous présenter un Facebook Live qui, on l'espère, aura relevé le défi d'une qualité que vous attendiez. Merci donc à toute l'équipe qui s'est mobilisée. On se retrouve d'ici 2 semaines. Je pense que je peux vous l'annoncer parce que Média sera en live des assises de Solidaris. Merci, bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis en direct de Basse-Meuse Développement, de la Basse-Meuse, du parc industriel, du parc économique des Hauts-Sarts pour participer à notre façon avec Comédia au redéploiement économique de la province de Liège. Merci, à très bientôt.